Dans les registres partiellement brûlés du comté de Rapide, en Louisiane, une ligne manuscrite datée de 1857 mentionne la mort violente d'un planteur blanc retrouvé dans les marais. Le corps parcouru de blessures qu'aucun médecin ne put formellement expliquer. Le rapport du shérif se termine par ces mots: cause indéterminée, affaire classée sans suite. Mais dans les cabanes des esclaves affranchis, un autre récit circula pendant des décennies, murmuré avec un mélange de terreur et de satisfaction sombre. Un récit qui transformait un monstre en proie et une victime en chasseur. Si cette histoire vous glace déjà le sang, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Parce que ce qui suit va vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur la justice et la vengeance. La paroisse de Rapide, au cœur de la Louisiane centrale, était en 1840 un territoire de contrastes violents. Les plantations de coton s'étendaient sur des milliers d'arpents le long de la rivière Rouge, entourées de cyprières impénétrables et de marécages où même les chasseurs expérimentés hésitaient à s'aventurer. C'était une région où la richesse côtoyait la sauvagerie primitive, où les demeures à colonnes blanches se dressaient à quelques lieues seulement de terre vierge jamais cartographiée. La société louisianaise de cette époque était régie par un code non écrit mais implacable. Les planteurs formaient une aristocratie terrienne qui contrôlait non seulement l'économie locale, mais aussi la justice, la politique et jusqu'aux récits qui circulaient dans les journaux. Les esclaves, eux, représentaient plus de 60% de la population du comté. Réduits au statut de propriété mobilière par le Code noir louisianais, une législation héritée de la colonisation française qui définissait avec une précision glaçante les limites de leur humanité. Parmi les grandes propriétés de la région, la plantation Belle-Rive se distinguait par son étendue exceptionnelle. Près de 3000 arpents cultivés, 250 esclaves enregistrés et une réputation qui allait bien au-delà des frontières paroissiales. Son propriétaire, Édouard Lavallière, appartenait à une lignée de planteurs franco-créoles établis en Louisiane depuis le début du XVIIIe siècle. Les Lavallières avaient bâti leur fortune sur le tabac d'abord, puis sur le coton après que la machine d'Eli Whitney eut transformé cette culture en or blanc. Édouard Lavallière était né en 1808 dans la demeure familiale, un imposant bâtiment de style néoclassique avec ses 12 colonnes doriques, ses galeries ombragées et ses jardins à la française dessinés par un paysagiste venu de Paris. Il avait été éduqué dans les meilleures institutions de la Nouvelle-Orléans, avait voyagé en Europe dans sa jeunesse et parlait couramment français, anglais et espagnol. À 32 ans, quand commence notre histoire, il dirigeait Belle-Rive depuis la mort de son père survenue 5 ans plus tôt, et sa gestion était devenue légendaire pour sa rentabilité remarquable. Mais derrière les chiffres impressionnants de rendement cotonnier se cachait une réalité que seuls les esclaves de Belle-Rive connaissaient vraiment. Édouard Lavallière n'était pas simplement un maître dur ou même cruel selon les standards de l'époque. Il était quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Un homme qui avait transformé la domination totale en un jeu raffiné, en une forme d'art perverse qui dépassait les simples nécessités économiques de l'exploitation. La plantation fonctionnait comme un royaume autonome. Le contremaître principal, un Irlandais nommé Sullivan, qui avait fui la famine de son pays natal, supervisait le travail quotidien avec une efficacité mécanique. Sous lui, 3 contremaîtres adjoints, tous blancs, patrouillaient les champs du lever au coucher du soleil. Le système de punition était codifié avec une précision bureaucratique. Tant de coups de fouet pour tel manquement, telle période d'isolement pour telle infraction, telle privation de nourriture pour tel acte de désobéissance. Mais au-delà de cette brutalité ordinaire, Lavallière avait développé ce qu'il appelait en privé ses divertissements. Il recevait régulièrement d'autres planteurs pour des parties de chasse dans les terres boisées qui bordaient sa propriété. Cerfs, sangliers, ours parfois. Sauf que ces chasses officielles n'étaient qu'une face-façade pour une activité bien plus sombre.
Depuis 1838 environ, selon les témoignages recueillis des décennies plus tard auprès d'anciens esclaves, Lavallière avait commencé à organiser ce qu'il nommait, avec un euphémisme glaçant, des chasses sportives spéciales. Le principe en était simple et terrifiant. Un esclave condamné pour une faute réelle ou imaginaire était désigné, on lui accordait une avance de quelques heures dans les marais, puis Lavallière, et parfois un ou deux invités triés sur le volet, partaient à sa poursuite avec des chiens de chasse et des fusils. Ces événements suivaient un rituel précis. L'esclave choisi était amené dans le bureau de Lavallière la veille au soir. Là, le maître lui expliquait les règles avec une politesse glaciale, comme s'il s'agissait d'un jeu de société. Tu partiras à l'aube. Si au coucher du soleil, tu n'as pas été rattrapé, tu seras affranchi et recevras $50. Une promesse que Lavallière, bien entendu, n'avait jamais eu l'intention d'honorer. Au fil des années, il avait perfectionné la logistique de ses chasses. Il connaissait les marais comme personne, savait exactement où un fugitif terrifié chercherait refuge. Quel passage dans les cyprières offrait une illusion de sécurité. Ces chiens, des bloodhounds spécialement dressés, pouvaient suivre une piste humaine même à travers l'eau stagnante. Et Lavallière lui-même était un tireur d'exception, capable d'abattre un homme en mouvement à 50 mètres avec une précision chirurgicale. Les registres de Bellerive ne mentionnaient jamais ces disparitions directement. Quand un esclave manquait à l'appel, l'explication officielle était toujours la même. Fuite vers le nord, mort par noyade dans la rivière, attaque d'alligator, maladie foudroyante. Le système esclavagiste louisianais rendait ce type de dissimulation remarquablement facile. Un esclave n'avait aucun statut légal qui nécessiterait une enquête approfondie en cas de mort suspecte. Même si un shérif avait été informé, ce qui n'arrivait jamais, sa sympathie naturelle aurait été pour le planteur blanc, pilier de l'économie et de la société locale. Entre 1838 et 1850, les anciens esclaves interrogés après la guerre de sécession estimèrent que Lavallière avait chassé entre 15 et 20 personnes. Certains furent abattus dans les marais, leurs corps abandonnés aux charognards. D'autres disparurent purement et simplement, peut-être enfouis dans les zones les plus reculées des terres de Bellerive. Un seul, selon les récits, aurait effectivement réussi à s'échapper après une chasse et aurait atteint les États du Nord. Mais cette histoire n'a jamais pu être confirmée. Les esclaves de Bellerive vivaient dans une terreur permanente et sourde. Chacun savait qu'il suffisait d'attirer l'attention de Lavallière de la mauvaise manière pour devenir le prochain gibier. Cette peur paralysante était précisément l'effet recherché. Elle garantissait une obéissance absolue, bien au-delà de ce que le fouet seul aurait pu obtenir. Car la violence ordinaire, aussi brutale soit-elle, reste prévisible. Mais la transformation aléatoire d'un être humain en proie, la réduction d'une personne à un animal traqué pour le plaisir, cela instaurait une dimension de terreur métaphysique que même les esprits les plus résistants peinaient à supporter. Dans ce contexte de domination totale et de violence ritualisée, l'arrivée d'un nouvel esclave en 1850 allait déclencher une série d'événements que Lavallière lui-même n'aurait jamais pu anticiper. Au printemps de 1850, une vente aux enchères exceptionnelle fut organisée à la Nouvelle-Orléans. Parmi les lots proposés figurait une trentaine d'esclaves saisis suite à la faillite d'une plantation de la paroisse voisine de Natchitoches. Lavallière s'y rendit accompagné de son contremaître Sullivan, comme il le faisait régulièrement pour renouveler sa main-d'œuvre. Les enchères se tenaient dans un entrepôt du quartier du Vieux Carré, un bâtiment de briques étouffant où l'odeur de sueur et de peur humaine se mêlait à celle du tabac et du whisky. Les acheteurs potentiels, tous des hommes blancs en costume, examinaient la marchandise, avec l'attention détachée de fermiers inspectant du bétail. Ils palpaient les muscles, vérifiaient les dents, posaient des questions sur l'âge, les compétences, les antécédents de rébellion. Lavallière était sur le point de partir, ayant acquis 3 jeunes hommes robustes pour les champs de coton.
Quand le commissaire-priseur annonça le dernier lot de la journée, « Messieurs, j'ai ici un article exceptionnel. Homme adulte, environ 45 ans, physique imposant, aucun problème de santé visible. Vendu par la succession Duvalier. Mise à prix, 800 $. L'homme fut amené sur l'estrade. Il mesurait près de 6 pieds et 3 pouces, avec une carrure massive qui contrastait avec l'apparence souvent amaigrie des esclaves mis en vente. Sa peau était d'un noir profond, son visage marqué de 3 cicatrices rituelles sur chaque joue. Un détail qui attira immédiatement l'attention de Lavallière. De telles scarifications indiquaient une origine africaine directe. Probablement une importation illégale relativement récente, malgré l'interdiction de la traite atlantique depuis 1808. Mais ce qui frappa vraiment Lavallière, ce fut le regard de l'homme. Malgré les chaînes, malgré l'humiliation de l'exposition publique, il y avait dans ses yeux quelque chose que le planteur avait rarement observé. Non pas de la résignation ou de la peur, mais une forme de calme évaluation, presque une indifférence dédaigneuse. Cet homme regardait la foule des acheteurs blancs non comme des maîtres, mais comme des adversaires qu'il jaugeait avec un détachement clinique. « Il s'appelle comment ?» demanda un planteur du premier rang. Le commissaire-priseur consulta ses papiers. Enregistré sous le nom de Mathias, aucun nom de famille mentionné. Travaillait au champ sur la propriété Duvalier depuis environ 3 ans. Aucun incident de rébellion signalé, mais... Il hésita. Il y a une note ici indiquant qu'il est resté largement isolé des autres esclaves, peu communicatif. Cette information aurait normalement découragé les acheteurs. Un esclave solitaire, réticent à s'intégrer, représentait un risque potentiel. Mais Lavallière vit autre chose, un défi. Et il y avait quelque chose dans la stature de cet homme, dans son maintien, qui éveillait son instinct de chasseur. Les enchères démarrèrent lentement. Quelques offres prudentes portèrent le prix à 950 $, puis les participants se retirèrent un à un. Trop cher pour un travailleur aux champs ordinaires, trop âgé pour justifier un tel investissement, trop risqué avec cette attitude distante. Lavallière fit une dernière offre, 1200 $, un prix extraordinairement élevé. Adjugé. Le marteau claqua. Sur le chemin du retour vers Bellerive, pendant les 3 jours de voyage en bateau à vapeur puis en chariot, Sullivan exprima ses réserves. 1200 $ pour un homme de cet âge, monsieur, c'est inhabituel. Lavallière sourit, ses yeux fixés sur la route poussiéreuse devant eux. J'ai acheté quelque chose de spécial, Sullivan. Je le sens. Cet homme n'est pas un simple travailleur au champ. Tu as vu sa posture, sa musculature. Ce sont des années d'entraînement physique intensif, pas juste de labour. Et ses scarifications, je serais prêt à parier qu'il était quelqu'un d'important dans son pays d'origine. Quelqu'un d'important qui est maintenant votre propriété, répondit Sullivan avec le pragmatisme irlandais qui caractérisait toutes ses observations. Exactement. Et je vais découvrir exactement qui il était. Les premiers jours de Mathias à Bellerive confirmèrent les impressions initiales. On l'assigna aux travaux des champs sous la supervision directe de Sullivan, mais il devint rapidement évident qu'il était différent des autres esclaves. Il travaillait avec une efficacité mécanique, accomplissant précisément ce qui lui était demandé, ni plus ni moins. Jamais de protestation, jamais de lenteur délibérée, mais aucune tentative non plus de se faire remarquer favorablement. Plus troublant encore, il ne parlait pratiquement pas. Les autres esclaves essayaient d'engager la conversation pendant les rares pauses autorisées, mais Mathias répondait par monosyllabes ou simple hochement de tête. Le soir, quand tous se rassemblaient dans les cabanes délabrées qui leur servaient de logement, il restait à l'écart, assis seul dans un coin, son regard fixé sur un point invisible au-delà des murs de bois. Ce fut une vieille femme nommée Suzanne, qui travaillait à Bellerive depuis plus de 30 ans, qui commença à recueillir des bribes d'informations. Elle avait l'autorité tacite que confèrent l'âge et l'expérience, et Mathias semblait lui accorder un respect qu'il refusait aux autres. Un soir, elle s'assit près de lui avec un bol de bouillon,
et attendit en silence. Après un long moment, Mathias parla enfin. « Dans mon pays, dit-il dans un français teinté d'un accent que Suzanne ne put identifier, j'étais Ogboni, commandant de 500 guerriers. Nous protégions notre royaume contre les négriers qui venaient de la côte. Pendant 15 années, aucun de notre peuple ne fut capturé. » Il s'arrêta, ses mains serrées autour du bol de bois. Puis vint une saison de sécheresse terrible. Notre roi mourut. Son fils, jeune et avide, fit un pacte avec les marchands portugais, des fusils contre des prisonniers. J'ai protesté devant le conseil. La nuit suivante, ces hommes m'ont enchaîné pendant mon sommeil. 2 lunes plus tard, j'étais dans la cale d'un navire. Suzanne posa doucement sa main sur son bras. « Combien de temps depuis ?» 4 saisons des pluies, peut-être 5. Le temps n'a plus de sens. « Tu dois faire attention ici, » murmura-t-elle. « Le maître Lavallière, il est mauvais d'une manière différente des autres. Il y a des choses qu'il fait, des chasses. » Mathias la regarda avec une intensité soudaine. « Des chasses ?» Suzanne hésita, puis raconta à voix basse ce que tous à Bellerive savaient, mais dont personne ne parlait ouvertement. Les disparitions, les esclaves emmenés un matin et jamais revus, les coups de feu qu'on entendait parfois loin dans les marais, les chiens qui rentraient avec du sang sur leur museau. Quand elle eut terminé, Mathias resta silencieux un long moment. Puis il dit simplement « Je vois, merci de m'avoir prévenu. » Cette conversation eut lieu un jeudi soir de juin. Le samedi suivant, Lavallière convoqua Mathias dans sa bibliothèque. La bibliothèque de Bellerive était une pièce imposante au rez-de-chaussée de la grande maison, avec ses murs couverts de livres reliés en cuir du sol au plafond, son globe terrestre ancien dans un coin, ses fauteuils en velours vert bouteille disposés autour d'une cheminée de marbre. C'était là que Lavallière recevait ses invités importants, discutait affaires avec ses associés et parfois interrogeait certains esclaves qui avaient attiré son attention particulière. Mathias fut introduit par Sullivan. Lavallière était assis derrière son bureau massif en acajou, un verre de cognac à portée de main, des documents étalés devant lui. Il fit signe à Mathias de rester debout au centre de la pièce et l'observa en silence pendant presque 1 minute entière. Une tactique d'intimidation qu'il utilisait fréquemment. « Tu parles français ?» dit finalement Lavallière. Ce n'était pas une question. « Oui. Où as-tu appris ?» Sur la plantation du Vallier, le prêtre donnait des leçons. Et avant cela, avant l'Amérique, Mathias ne répondit pas immédiatement. Lavallière se leva et fit lentement le tour du bureau, s'approchant jusqu'à se tenir à quelques pieds seulement de l'esclave. Il était légèrement plus petit, mais sa position sociale compensait largement cette différence physique. « Je vais te dire ce que je sais », continua Lavallière avec le ton conversationnel d'un professeur donnant un cours. « Tes marques sur ton visage sont des scarifications tribales, probablement d'Afrique de l'Ouest. Dahomey peut-être, ou les territoires Yoruba. Ta musculature n'est pas celle d'un simple agriculteur. Tu portes ton corps comme quelqu'un habitué au combat. Et ton regard, il sourit. Ton regard est celui d'un homme qui a commandé d'autres hommes. » Mathias resta immobile, son visage parfaitement neutre. Lavallière tourna autour de lui comme un prédateur évaluant sa proie. « J'ai acheté beaucoup d'esclaves dans ma vie, » reprit le planteur. « Des milliers. Au total, j'ai appris à lire les hommes. Et toi, Mathias, tu es différent. Tu n'es pas brisé. Oh, tu obéis, certes, parce que tu es intelligent et que tu comprends que la rébellion ouverte serait suicide. Mais intérieurement, » il se pencha plus près, baissant la voix. « Intérieurement, tu te considères toujours libre, n'est-ce pas? Tu te dis que ce n'est que temporaire, que les circonstances changeront, que tu retrouveras un jour ta position. » « Je pense ce que vous voulez que je pense, maître, » répondit Mathias d'une voix plate. Lavallière éclata de rire. « Excellente réponse. Exactement le type de choses qu'un homme intelligent dirait. » Il retourna derrière son bureau,
se rassit et but une gorgée de cognac. Laisse-moi être direct avec toi. Je pourrais te briser, facilement. Quelques semaines de punition systématique, d'humiliation publique, d'isolement complet, et tu deviendrais comme les autres, docile, résigné, mort à l'intérieur. Il fit une pause, laissant les mots résonner dans le silence de la pièce. Mais ce serait du gaspillage. Tu représentes quelque chose de rare, Mathias. Une opportunité. Lavallière ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un document. J'organise régulièrement des divertissements pour mes associés, des chasses dans mes terres. Jusqu'à présent, le gibier était, ordinaire. Mais toi, ses yeux brillèrent d'une excitation à peine contenue. Toi, tu serais extraordinaire. Un vrai défi. Un guerrier africain contre un gentleman chasseur louisianais. Mathias comprit instantanément. Suzanne avait dit vrai. Ce n'était pas une rumeur, pas une exagération née de la peur. C'était réel et précis. Naturellement, continua Lavallière, je t'offre une chance sportive. Pas demain, ni la semaine prochaine. Je vais te laisser le temps de t'acclimater, d'explorer un peu les terres, de comprendre le terrain, disons, dans 3 mois. Début septembre, quand la chaleur sera un peu retombée. Tu auras ton départ à l'aube, 6 heures d'avance. Si tu survis jusqu'au coucher du soleil sans être rattrapé, je te donnerai ta liberté et $100. Et si je refuse? Oh, tu ne peux pas refuser. Le sourire de Lavallière se fit glacial. Tu es ma propriété. Mais je peux rendre les 3 prochains mois soit supportables, soit un enfer vivant. À toi de choisir. Accepte les termes de la chasse, travaille normalement, comporte-toi bien, et ces mois passeront sans incident. Refuse, et je te promets que chaque jour sera une agonie qui te fera supplier pour la mort. Mathias regarda fixement le planteur. Dans sa tête, il calculait 3 mois, 90 jours pour observer, apprendre, préparer. 90 jours pendant lesquels Lavallière croirait avoir un gibier docile qui attendait son sort. L'homme blanc ne comprenait pas que Mathias avait passé 15 années à préparer des stratégies militaires, à anticiper les mouvements ennemis, à transformer des désavantages apparents en victoires. « J'accepte, maître, » dit-il finalement. « Excellent. » Lavallière se leva et tendit la main, puis la retira avec un rire. « Non, excuse-moi. Vieille habitude. On ne serre pas la main d'un esclave. » Il fit signe à Sullivan qui attendait près de la porte. « Ramène-le au quartier. Et Sullivan, assure-toi qu'il ait des portions complètes de nourriture. Je veux qu'il soit en pleine forme pour septembre. » Dans les semaines qui suivirent, Mathias devint l'objet d'une attention particulière de la part de Lavallière. Le planteur vint régulièrement au champ pour l'observer travailler, lui poser des questions sur son passé, semblait fasciné par chaque détail. Il lui fit même donner des tâches qui l'amenaient dans différentes parties de la propriété, lui permettant de se familiariser avec le terrain. Cette générosité était bien sûr calculée. Lavallière voulait que sa proie future connaisse le territoire, car cela rendrait la chasse plus intéressante. Un homme qui fuit aveuglément est vite rattrapé. Mais un homme qui connaît le terrain, qui peut prendre des décisions tactiques, qui peut essayer de tendre des pièges ou de brouiller sa piste, voilà qui offrait un véritable sport. Ce que Lavallière ne réalisait pas, c'est que chaque promenade, chaque nouvelle zone visitée, chaque conversation apparemment anodine était pour Mathias une reconnaissance militaire. Il notait mentalement la densité de la végétation dans différentes zones, la profondeur approximative des cours d'eau, les endroits où le sol était ferme ou marécageux, les arbres assez solides pour supporter un poids humain, les zones où les chiens auraient du mal à suivre une piste. Il observait aussi les routines de la plantation, les horaires des patrouilles des contremaîtres, les moments où les chiens étaient libres ou enchaînés, les habitudes de Lavallière lui-même. Le planteur se levait tard, jamais avant 7 heures du matin. Il prenait son petit déjeuner lentement, lisait son courrier et les journaux, puis seulement vers 9 heures commençait sa journée de supervision de la plantation.
Mathias parlait peu, mais écoutait tout. Les autres esclaves, initialement méfiants envers ce géant silencieux, commencèrent graduellement à l'accepter. Suzanne devint une source d'informations précieuses. Elle connaissait Bellerive mieux que quiconque, ayant vécu là depuis l'époque du père de Lavallière. Elle lui parla des parties les plus reculées des marais, de l'ancienne cabane de trappeurs abandonnée près du bayou nord, des zones où même les contremaîtres évitaient de s'aventurer à cause des serpents et des alligators. Un vieux homme nommé Joseph, qui travaillait comme palefrenier, lui expliqua les habitudes des chiens de chasse. Les Bloodhounds, ils sont bons, très bons. Mais ils ont une faiblesse, leur nez est trop sensible. Si tu passes par des zones avec beaucoup d'odeurs fortes, ça les perturbe, la térébenthine par exemple. Ou les marécages où il y a des cadavres d'animaux en décomposition, ça les rend fous, ils ne savent plus quelle piste suivre. Mathias absorbait chaque information, chaque détail, construisant dans son esprit une carte tactique de plus en plus précise. Mais il faisait aussi autre chose, quelque chose de plus subtil. Il observait Lavallière lui-même, étudiant non seulement ses capacités de chasseur, mais sa psychologie, ses faiblesses, ses angles morts. Le planteur était un excellent tireur, cela ne faisait aucun doute. Mathias l'avait vu s'exercer dans le champ de tir improvisé derrière la grande maison, abattant des bouteilles à 50, 60 mètres avec une régularité impressionnante. Mais il avait aussi des faiblesses. Il était arrogant, trop confiant dans sa supériorité. Il sous-estimait systématiquement l'intelligence de ceux qu'il considérait comme inférieurs. Et surtout, il aimait le spectacle, le théâtre de la domination. Cette vanité serait exploitable. Juillet passa, puis août. La date approchait. Lavallière devint encore plus attentif, visitant Mathias presque quotidiennement, discutant avec lui comme s'ils étaient deux sportifs se préparant pour une compétition amicale. Il lui décrivait ses chasses précédentes, les stratégies que d'autres fugitifs avaient essayées, comment elles avaient échoué. Il y en a un qui a essayé de grimper aux arbres, raconta-t-il un jour avec amusement. Et il pensait que les chiens ne le trouveraient pas en hauteur. Mais bien sûr, les chiens ont simplement aboyé au pied de l'arbre jusqu'à ce que je le descende. Comme un raton laveur. Il rit. Un autre a tenté de se couvrir de boue pour masquer son odeur. Ça n'a ralenti les chiens que d'une heure tout au plus. Ces récits étaient destinés à démoraliser, à faire comprendre l'inutilité de toute résistance. Mais pour Mathias, c'étaient des renseignements tactiques. Il apprenait les méthodes de Lavallière, identifiait les stratégies déjà tentées et échouées, commençait à concevoir des approches différentes. Le 1er septembre arriva. Ce matin-là, Lavallière fit venir Mathias une dernière fois dans sa bibliothèque. Cette fois, 2 invités étaient de présent. Beauchamp et Sinclair, 2 planteurs des paroisses voisines, tous 2 chasseurs réputés, tous 2 initiés aux divertissements spéciaux de Lavallière. Demain, annonça Lavallière avec un sourire, nous aurons notre chasse. J'ai pris la liberté d'inviter mes amis ici présents. Ils sont impatients de participer à quelque chose d'exceptionnel. Il se tourna vers Mathias. Tu comprends les règles? Oui, maître. Répète-les pour nos invités. Mathias respira profondément. Je pars à l'aube. J'ai jusqu'au coucher du soleil. Si je ne suis pas rattrapé, je suis libre. Exact. Et sais-tu ce qui arrivera si tu es rattrapé? Un silence pesant emplit la pièce. Mathias ne répondit pas. On te tuera, dit calmement Lavallière. Proprement si possible, douloureusement si tu résistes. Ton corps sera laissé dans les marais. Dans 1 semaine, il n'en restera rien que les charognards n'auront rongé. Dans 1 mois, même tes os seront dispersés. Tu disparaîtras comme si tu n'avais jamais existé. Il s'approcha de Mathias et lui parla à voix basse, presque tendrement. Mais tu savais déjà tout cela, n'est-ce pas? Depuis le 1er jour. Mathias le regarda droit dans les yeux et dit simplement « Oui, je savais. » Bien. Lavallière recula. Sullivan va te ramener au quartier. Dors bien. Demain sera une longue journée pour toi. Cette nuit-là, dans la cabane qu'il partageait avec 20 autres esclaves, Mathias resta éveillé, allongé sur sa paillasse de paille,
les yeux fixés sur le toit de planches disjointes à travers lesquelles on voyait les étoiles. Autour de lui, les autres dormaient ou faisaient semblant. Suzanne, dans le coin opposé, priait à voix basse. Vers minuit, elle s'approcha et s'assit près de lui. « Tu vas vraiment essayer ?» murmura-t-elle. « Je n'ai pas le choix. Tu pourrais... » Elle hésita. « Tu pourrais juste te laisser prendre rapidement, mourir vite, plutôt que de souffrir pendant des heures dans les marais. » Mathias se tourna vers elle. « Dans mon pays, quand j'étais commandant, j'ai vu beaucoup d'hommes mourir, les braves et les lâches, et j'ai appris une chose, comment tu meurs définit comment tu as vécu. » Il posa sa main sur son épaule. « Demain, je vais leur montrer comment meurt un guerrier Ogboni. »« Dieu te protège, » dit Suzanne, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Les dieux que j'ai servis sont loin d'ici, » répondit Mathias. « Mais si leurs esprits peuvent m'entendre, je leur demande seulement ceci, la chance de regarder mon chasseur dans les yeux avant la fin. Si votre cœur bat déjà plus fort, mettez un pouce en l'air et dites en commentaire ce que vous pensez qu'il va se passer, parce que ce qui arrive ensuite va défier tout ce que vous imaginez. » L'aube du 2 septembre 1850 se leva dans un brouillard dense qui enveloppait Belle-Rive comme un linceul. Mathias fut réveillé avant le lever du soleil par Sullivan, qui le conduisit non pas vers les champs, mais vers l'écurie principale. Là, la Vallière l'attendait déjà, habillée pour la chasse dans une veste en cuir souple, des bottes hautes et un chapeau à large bord. À sa ceinture pendait un couteau de chasse dans son fourreau, et il portait un fusil de chasse à 2 coups, un modèle anglais de fabrication fine. Ses 2 invités étaient également présents, équipés de manière similaire. Beauchamp, un homme corpulent au visage rougeau, semblait particulièrement excité, tripotant nerveusement son arme. Sinclair, plus grand et plus mince, avait un air de calme professionnel, celui d'un chasseur expérimenté qui a appris la patience. « Voilà comment nous allons procéder, » expliqua la Vallière. « Sullivan va t'emmener en chariot jusqu'à la lisière nord de ma propriété, près du grand cyprès marqué d'un X rouge. Tu le connais ? » ?»« Oui, maître. »« Bien. C'est à environ 4 milles d'ici. De là, tu seras libre de partir dans n'importe quelle direction. Nous t'accordons 2 heures d'avance, pas les 6 que j'avais mentionnés. » Il sourit devant l'expression de Mathias. « Un petit ajustement des règles. Mes invités sont impatients. Mais ne t'inquiète pas, 2 heures pour un homme de tes capacités, c'est largement suffisant, n'est-ce pas ?» Mathias ne répondit pas. Une protestation aurait été inutile et pathétique. Il se contenta d'acquiescer. « Excellent. Maintenant, enlève ta chemise. » Mathias hésita une fraction de seconde, puis obéit. La Vallière sortit alors un petit pot de son sac et trempa ses doigts dedans. C'était une mixture grasse et puante. « Huile de poisson et sang de lapin », expliqua-t-il en badigeonnant le torse et le dos de Mathias. « Pour donner une bonne piste au chien, je ne voudrais pas que ce soit trop facile. » Il rit de sa propre plaisanterie. Quand il eut terminé, Sullivan fit monter Mathias à l'arrière du chariot. Le trajet jusqu'à la lisière nord prit environ 40 minutes dans le brouillard matinal. Pas un mot ne fut échangé. Mathias regardait le paysage défiler, identifiant des points de repère qu'il avait mémorisés lors de ses reconnaissances. Au grand cyprès, Sullivan arrêta le chariot. « Descends !» Mathias sauta au sol. Le contremaître sortit une montre de gousset et l'ouvrit. « Il est 5h37. À 7h37, ils partiront. Le coucher du soleil aujourd'hui est prévu pour 18h53. » Il regarda Mathias avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect. « Bonne chance, tu en auras besoin. » Puis, le chariot fit demi-tour et disparut dans le brouillard. Mathias resta immobile pendant presque 1 minute, écoutant les sons de la forêt s'éveiller autour de lui. Oiseaux, insectes, le clapotis lointain d'un cours d'eau. Puis il se mit en mouvement. Sa stratégie avait été planifiée méticuleusement pendant les 3 derniers mois. La plupart des fugitifs, il le savait, auraient couru immédiatement le plus loin possible,
essayant de mettre la distance maximale entre eux et leurs poursuivants. Mais Mathias avait commandé des guerriers. Il comprenait que dans un combat inégal, la distance seule ne suffit jamais. Les chiens couraient plus vite que lui, les chevaux aussi. La Vallière connaissait le terrain mieux que lui. Non, la distance n'était pas la solution. La solution était la confusion, la déception, la transformation du terrain lui-même en allié. Il courut d'abord vers l'est pendant environ 15 minutes, laissant une piste claire et facile à suivre. Puis, il atteignit un petit cours d'eau qu'il avait repéré lors d'une de ses sorties. Il y entra et marcha dans l'eau contre le courant pendant près d'1 kilomètre, jusqu'à un endroit où le ruisseau se divisait en 3 branches. Là, il sortit sur la rive rocheuse, en prenant soin de ne laisser aucune empreinte dans la boue. Il grimpa ensuite dans un vieux chêne et se déplaça d'arbre en arbre pendant plusieurs dizaines de mètres, utilisant les branches entrelacées, une technique qu'il avait perfectionnée dans les forêts d'Afrique lors de raids contre des villages ennemis. Quand les branches ne se touchaient plus, il descendit avec précaution dans une zone couverte de feuilles mortes et de pommes de pin qui ne garderaient pas d'empreinte nette. De là, il se dirigea vers le sud-ouest, vers une zone de marécage que Suzanne lui avait décrite. C'était un endroit dangereux, connu pour ses serpents venimeux et ses eaux traîtresses. Mais c'était précisément pour cette raison qu'il l'avait choisi. Les chasseurs hésiteraient à y pénétrer profondément. Et s'ils le faisaient, ils devraient progresser lentement, avec prudence, ce qui annulerait leur avantage de vitesse. Il avait parcouru environ 6 kilomètres quand il entendit au loin, porté par le vent, le son qui l'attendait. Les aboiements des chiens. Ils avaient commencé la chasse. Mathias vérifia mentalement le temps écoulé. Environ 2 heures depuis son départ, ce qui signifiait qu'il était environ 7h45. Le brouillard commençait à se lever, révélant un ciel gris chargé de nuages. Pas de soleil direct pour l'aider à s'orienter. Mais ce n'était pas grave. Il avait mémorisé les directions en fonction des arbres et de la mousse qui poussait sur leur côté nord. Les aboiements se rapprochèrent avec une rapidité alarmante. Les chiens avaient trouvé sa piste initiale et la suivaient vers le ruisseau. Mathias se demanda combien de temps il leur faudrait pour résoudre le puzzle du cours d'eau divisé. Probablement pas plus d'1 heure si les chasseurs étaient compétents. Ce qui lui laissait peut-être 2 heures d'avance réelle, peut-être moins. Il atteignit le marécage vers 9 heures du matin. L'endroit correspondait exactement à la description de Suzanne. Une étendue d'eau stagnante d'un vert brun trouble, parsemée de cyprès chauves dont les racines aériennes créaient un labyrinthe naturel. Des nuées de moustiques s'élevèrent à son approche. L'odeur était pestilentielle, un mélange de végétation en décomposition et de matière organique morte. Mathias s'enfonça dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, avançant avec précaution en testant chaque pas avant de mettre tout son poids. Le fond était mou, aspirant, dangereux. À 2 reprises, il dut se rattraper aux racines pour ne pas être entraîné dans des zones plus profondes. Il progressa ainsi pendant environ 1 heure, s'enfonçant toujours plus profondément dans le marécage. Plusieurs fois, il aperçut des serpents glissant dans l'eau à proximité. Une fois, un alligator de taille moyenne apparut à une dizaine de mètres, ses yeux dépassant à peine de la surface. Mathias se figea. L'animal l'observa pendant plusieurs longues secondes, puis disparut silencieusement sous l'eau. C'est alors qu'il entendit les chiens à nouveau, beaucoup plus proches maintenant. Ils avaient résolu le puzzle du ruisseau plus rapidement qu'ils ne l'avaient espéré. Peut-être la Vallière avait-il divisé ses forces en voyant des chiens sur chacune des 3 branches, ou peut-être avait-il simplement eu de la chance. Mathias repéra un grand cyprès chauve dont les racines formaient une sorte de cage naturelle partiellement immergée. Il s'y glissa et resta parfaitement immobile, seule sa tête dépassant de l'eau, camouflée parmi les racines et la végétation flottante. Les moustiques l'attaquèrent férocement, mais il ne bougea pas, contrôlant sa respiration, entrant dans un état de méditation-combat qu'il avait appris des anciens guerriers de sa tribu. Les aboiements se rapprochèrent encore. Puis,
À travers les arbres, il vit les chiens apparaître à la lisière du marécage. 3 bloodhounds massifs, leur nez près du sol, suivant sa piste avec une détermination implacable. Derrière eux, à cheval, venaient les 3 chasseurs. Lavallière menait, son visage concentré, ses yeux scrutant le terrain devant lui. Beauchamp et Sinclair suivaient de près, leurs fusils en travers de leurs selles. Les chiens atteignirent le bord de l'eau et s'arrêtèrent, aboyant frénétiquement. L'un d'eux entra dans l'eau peu profonde, mais recula presque immédiatement, perturbé par l'odeur de décomposition et probablement par la présence d'alligators. Les chasseurs s'arrêtèrent. « Il est entré dans le marécage », dit Lavallière, scrutant l'étendue d'eau devant eux. « Malin. Les chiens n'aiment pas cet endroit. On le contourne ?» suggéra Beauchamp, visiblement peu enthousiaste à l'idée de s'aventurer dans ces eaux troubles. « Non. » Lavallière descendit de cheval et examina les berges. « Regardez, ici, des traces fraîches où il est entré. » Il se tourna vers Sinclair. « Combien de temps estimez-vous qu'un homme peut survivre dans un marécage comme celui-ci » Sinclair réfléchit. « Difficile à dire. Les serpents sont un danger, les alligators aussi. L'eau elle-même causera des infections si elle pénètre une coupure, et il n'y a pas de terrain sec où se reposer. Je dirais 4 heures maximum avant qu'il soit forcé de sortir, soit par épuisement, soit par maladie. »« Alors nous attendons, » décida Lavallière. « Nous établissons un périmètre autour du marécage. Il y a 3 points de sortie possibles. » Il désigna différentes directions. « Beauchamp, prenez la rive est avec un chien. Sinclair, la rive ouest avec un autre. Je prends le nord avec le 3e. Quand il sortira, épuisé et désespéré, nous le cueillerons comme un fruit mûr. » Depuis sa cachette, Mathias entendit chaque mot de ce plan. Un sourire imperceptible étira ses lèvres. Lavallière pensait que le marécage était un piège dans lequel Mathias s'était coincé lui-même. En réalité, c'était exactement l'inverse. Les heures suivantes furent un test d'endurance et de volonté. Mathias resta caché dans les racines du cyprès, bougeant seulement quand c'était absolument nécessaire pour éviter les crampes. L'eau froide engourdissait progressivement ses jambes. Les moustiques lui couvraient le visage de piqûres douloureuses. Une sangsue s'attacha à son bras, qu'il retira avec dégoût mais en silence. Mais il avait survécu à pire pendant les 15 années où il avait commandé des guerriers. Des embuscades qui duraient des jours dans la jungle. Des sièges où l'eau potable manquait. Des marches forcées sur 100 kilomètres avec des blessures non soignées. Cette souffrance physique, il pouvait la compartimenter, la mettre de côté mentalement et continuer à fonctionner. Ce qui comptait, c'était le temps. Chaque heure qui passait était une heure de moins avant le coucher du soleil. Et chaque heure que Lavallière et ses amis passaient à surveiller le marécage était une heure pendant laquelle ils ne pouvaient pas le poursuivre activement. Vers midi, Mathias entendit Beauchamp crier quelque chose depuis la rive est. Les autres convergèrent rapidement. Il y eut une discussion animée que Mathias ne put pas entendre clairement, puis un coup de feu retentit. Les oiseaux s'envolèrent en masse des arbres environnants. « Raté !» entendit-il Beauchamp jurer bruyamment. « Il est reparti sous l'eau. »« C'était lui ?» demanda la voix de Lavallière. « Un homme, c'est sûr. J'ai vu sa tête dépasser près de ces roseaux. » Il y eut un silence, puis Mathias entendit Lavallière rire. « Vous avez tiré sur un alligator, espèce d'idiot. Regardez, vous voyez ces bulles là-bas? C'est la bête qui s'enfuit sous l'eau. J'aurais juré. L'eau et la lumière jouent des tours aux yeux, » dit Sinclair avec condescendance. « C'est pour ça qu'on ne tire jamais avant d'être absolument certain de sa cible. » Beauchamp marmonna quelque chose d'inaudible. Mathias, dans sa cachette, ressentit une satisfaction profonde. L'anxiété commençait à affecter les chasseurs. C'était bon signe. L'après-midi s'écoula avec une lenteur torturante. Mathias savait qu'il ne pourrait pas rester dans l'eau jusqu'au coucher du soleil. L'hypothermie devenait un risque réel, et ses muscles commençaient à se cramper dangereusement. Il devait agir avant que sa force physique ne soit trop compromise. Vers 15 heures, il prit sa décision. Le soleil, bien que caché par les nuages, était maintenant dans la partie ouest du ciel.
Il lui restait environ 4 heures avant le coucher officiel. Assez de temps, si tout se passait selon son plan. Il commença à bouger très lentement dans l'eau, progressant centimètre par centimètre vers le côté sud du marécage. Celui que les chasseurs n'avaient pas assigné à quelqu'un parce qu'ils pensaient qu'il menait à un terrain encore plus difficile. Ce qui était vrai, mais c'était précisément pour cette raison que Mathias l'avait choisi. Sa progression fut atrocement lente. Chaque mouvement devait être calculé pour ne pas créer de vagues visibles ou de sons suspects. Les chiens, bien que loin, pouvaient entendre des éclaboussures à une distance surprenante. Il lui fallut presque 1 heure pour traverser les 200 mètres jusqu'à la rive sud. Quand il sortit finalement de l'eau, se hissant sur la terre ferme derrière un rideau de saules pleureurs, il était presque 16 heures. Ses jambes tremblaient d'épuisement et de froid. Il s'accorda 3 minutes pour se reposer, forçant la circulation à revenir dans ses membres engourdis, puis il se remit en mouvement. Le terrain ici était exactement comme Suzanne l'avait décrit. Une série de collines basses couvertes d'une végétation dense, avec de nombreux ravins et formations rocheuses. Difficiles à traverser, mais offrant d'excellentes possibilités de dissimulation et de mouvement tactique. Mathias grimpa la première colline et regarda derrière lui vers le marécage. De cette hauteur, il pouvait voir les 3 chasseurs toujours à leur position, leurs chevaux attachés aux arbres, les chiens allongés à leurs pieds. Ils attendaient encore que leur proie sorte de l'eau. Il sourit. Ils attendraient longtemps. Puis, il se tourna et disparut dans la forêt dense, se déplaçant maintenant avec une urgence renouvelée. Car la phase suivante de son plan était la plus audacieuse, la plus dangereuse, et celle qui nécessitait le timing le plus précis. Il ne fuyait plus. Il chassait. Pendant les 3 mois qu'il avait passés à Belle-Rive, Mathias avait fait plus que simplement reconnaître le terrain. Il avait étudié les habitudes, les routes, les routines. Et il savait que chaque fois que Lavallière partait pour une de ses chasses, il laissait la grande maison avec un personnel minimal. Sullivan était avec les chasseurs comme guide. Les autres contremaîtres restaient dans les champs pour superviser les esclaves. Seuls 2 domestiques blancs et la cuisinière restaient à la maison elle-même. Mathias se dirigea vers Belle-Rive non pas directement, mais en décrivant un large arc qui l'amènerait par l'ouest, du côté opposé à celui d'où il était parti le matin. C'était un pari risqué, mais tous les choix à ce stade étaient tout risqués. S'il était repéré en route, il serait abattu immédiatement. Mais s'il réussissait, il lui fallut presque 1 heure et demie de marche forcée pour atteindre la zone des dépendances de Belle-Rive. Le soleil commençait à baisser sur l'horizon, projetant de longues ombres. Il était environ 17h30. Il lui restait un peu plus d'1 heure avant le coucher officiel du soleil. Mathias s'approcha avec une prudence extrême, utilisant chaque arbre, chaque buisson comme couverture. Les quartiers des esclaves étaient étrangement silencieux. Bien sûr, les gens étaient encore au champ, sous la surveillance des contremaîtres. La zone résidentielle était presque déserte. Il contourna les écuries par l'arrière et atteignit un petit appentis qu'il avait repéré lors d'une de ses visites. C'était là que Sullivan rangeait certains outils et équipements de chasse. Mathias força la porte avec précaution et entra. À l'intérieur, exactement comme il l'espérait, se trouvait une collection d'objets qui pourraient se révéler utiles. Cordes, pièges à animaux, couteaux de dépeçage, et surtout, une vieille carabine de chasse avec une boîte de cartouches. L'arme n'était pas de la meilleure qualité, probablement un modèle bon marché que Sullivan utilisait pour abattre du petit gibier, mais elle fonctionnait. Mathias la vérifia rapidement, la chargea et prit aussi un couteau de chasse qu'il attacha à sa ceinture. Puis il quitta l'appentis aussi silencieusement qu'il y était entré et se dirigea vers la grande maison. Le bâtiment principal de Belle-Rive se dressait devant lui, ses colonnes blanches, presque lumineuses dans la lumière déclinante. Des lampes commençaient à s'allumer dans certaines fenêtres du rez-de-chaussée. Mathias s'approcha par le côté, restant dans l'ombre des magnolias qui bordaient la propriété. Une fenêtre au premier étage était légèrement ouverte. Il reconnut la pièce, la bibliothèque de Lavallière.
la même où il avait été convoqué plusieurs fois. Il observa pendant quelques minutes, s'assurant qu'aucun mouvement n'était visible à l'intérieur, puis il grimpa le long de la colonne la plus proche, ses muscles protestant contre l'effort supplémentaire, et se hissa sur le balcon. La fenêtre s'ouvrit sans bruit. Mathias entra dans la bibliothèque et referma soigneusement derrière lui. La pièce était exactement comme il s'en souvenait. Les murs de livres, le globe terrestre, le bureau massif, les fauteuils en velours. Sur le bureau, il vit une carte détaillée de la propriété Bellerive, avec des annotations manuscrites marquant différentes zones. Mathias s'approcha et examina la carte. Elle montrait toutes les limites de la propriété, les cours d'eau, les zones marécageuses, les chemins principaux. Et là, marqué d'une encre rouge, étaient les positions où Lavallière, Beauchamp et Sinclair s'étaient postés autour du marécage. Il sourit amèrement. Le chasseur avait laissé sa stratégie visible pour quiconque entrerait dans cette pièce. Une arrogance née de la certitude que personne n'oserait jamais venir ici. Mathias s'assit dans le grand fauteuil de cuir derrière le bureau, celui où Lavallière s'asseyait habituellement. Il posa la carabine en travers de ses genoux et attendit. Le soleil descendit lentement vers l'horizon. À travers les fenêtres, Mathias vit le ciel prendre des teintes d'orange et de rouge. Il pensa à tous ceux qui avaient été chassés avant lui, à leur terreur pendant qu'ils fuyaient, à leur désespoir quand les chiens les avaient rattrapés, à leur agonie finale dans les marais. Leurs fantômes semblaient remplir la pièce, témoins silencieux de ce renversement improbable. À 18h45, il entendit des voix à l'extérieur. Des cavaliers approchaient. Puis la porte principale de la maison s'ouvrit en bas, suivie de pas lourds dans l'escalier. « Ne comprends pas comment il a pu nous échapper », disait la voix de Beauchamp, frustré. « Nous avions couvert toutes les sorties. Il ne nous a pas échappé », répondit Lavallière, et même à distance, Mathias pouvait entendre la colère glaciale dans sa voix. « Il n'est jamais sorti du marécage du tout, ce qui signifie qu'il est soit mort noyé, soit dévoré par un alligator, soit... » Les pas s'arrêtèrent devant la porte de la bibliothèque. « Soit il nous a joués depuis le début », termina Mathias tranquillement. La porte s'ouvrit, Lavallière entra, suivi de Beauchamp et Sinclair. Les trois hommes se figèrent en voyant Mathias assis derrière le bureau, la carabine pointée vers eux. Pendant un long moment, personne ne bougea. Les trois chasseurs blancs, encore en tenue de chasse, couverts de boue et de sueur, fixaient l'esclave noir qui tenait une arme à feu dans le sanctuaire le plus privé de leur monde. L'impossibilité même de la scène semblait les paralyser. Ce fut Lavallière qui reprit ses esprits le premier. Lentement, très lentement, il leva ses mains à hauteur d'épaule, paume vers l'extérieur. « Mathias, dit-il d'une voix qu'il s'efforçait de garder calme, tu as gagné, le soleil est couché. Selon nos règles, tu es libre. » « Vos règles, répondit Mathias sans bouger la carabine d'un pouce. Les mêmes règles que vous respectez toujours ? Un silence pesant suivit. Lavallière eut au moins la décence de ne pas feindre l'incompréhension. Combien ? Demanda Mathias. Combien d'hommes et de femmes avez-vous chassés avant moi ? Combien avez-vous abattus comme des animaux ? C'étaient des esclaves, dit Beauchamp, son visage rouge de colère autant que d'épuisement. De la propriété. Nous avions le droit. Taisez-vous, ordonna Lavallière sans quitter Mathias des yeux. Puis, s'adressant à lui, qu'est-ce que tu veux ? De l'argent ? Je peux te donner bien plus que 100 $, 1000, 2000, et des papiers d'affranchissement en règle. Tu peux partir vers le nord, commencer une nouvelle vie. Vous pensez que je suis venu ici pour négocier ? Mathias se leva lentement, gardant l'arme braquée. J'ai commandé 500 guerriers. J'ai défendu mon peuple contre des négriers pendant 15 années. J'ai tué des hommes au combat. Beaucoup d'hommes, mais toujours selon les lois de la guerre. Il fit un pas vers Lavallière. Vous m'avez transformé en gibier. Vous m'avez chassé pour votre plaisir. Et vous pensez que l'argent peut racheter cela ? Sinclair, qui était resté silencieux jusque-là, bougea imperceptiblement la main vers le pistolet à sa ceinture. Mathias pointa la carabine vers lui. « Ne bougez plus. Aucun de vous. Mathias, écoute.
tenta Lavallière, sa voix prenant une tonalité presque suppliante. Tu as raison d'être en colère. Ce que j'ai fait était excessif. Je le reconnais, mais réfléchis. Si tu nous tues, tu seras pendu. Il n'y a aucune juridiction dans toute la Louisiane qui absoudrait un esclave pour le meurtre d'hommes blancs. Tu seras capturé, torturé, exécuté publiquement. Je sais, répondit Mathias calmement. J'y ai pensé pendant tout l'après-midi pendant que j'attendais ici, et j'ai accepté ce prix. Parce que certaines choses valent plus que la survie personnelle, la dignité, la justice, la preuve qu'un homme, même réduit en esclavage, reste un homme. Il y eut un bruit de pas précipité dans le couloir. Sullivan apparut dans l'encadrement de la porte, essoufflé, sa propre arme à la main. Il évalua la situation en un instant et pointa son pistolet vers Mathias. « Lâche ton arme » ordonna-t-il. Mathias ne bougea pas. « Si vous tirez, votre patron meurt. Je peux en abattre au moins 2 avant de tomber. Peut-être les 3. Peut-être même vous aussi si vous ratez votre premier coup. » Sullivan hésita, son arme tremblant légèrement. Lavallière fit un geste apaisant de la main. « Sullivan, baisse ton arme. »« Monsieur ?»« Baisse ton arme, j'ai dit. Laisse-moi gérer ceci. » Le contremaître obéit avec réticence, abaissant son pistolet mais ne le lâchant pas. L'atmosphère dans la pièce était électrique, chargée d'une tension qui semblait aspirer l'oxygène lui-même. Lavallière prit une profonde inspiration. « Que veux-tu, Mathias? Vraiment? La vengeance? Alors vas-y, tire. Tue-nous tous. Mais sache que cela ne changera rien. Il y aura d'autres planteurs, d'autres chasseurs, d'autres esclaves. Le système continuera. Ta mort ne sera qu'une note de bas de page, une histoire horrible qu'on racontera pendant quelques années avant de l'oublier. Vous avez tort, dit Mathias. Ce ne sera pas oublié, parce que je vais m'assurer que l'histoire soit racontée correctement. Il fit un geste vers la porte avec sa carabine. Vous 3, sortez. Allez vous asseoir sur ces chaises là-bas, dos au mur. Sullivan, posez votre arme sur le bureau, doucement, puis rejoignez-les. Ils obéirent, se déplaçant avec des mouvements lents et prudents. Quand ils furent tous les 4 assis, Mathias recula vers le bureau, gardant la carabine pointée dans leur direction. De sa main libre, il fouilla dans le tiroir dont il savait qu'il contenait du papier et de l'encre. « Vous allez écrire une confession, » dit-il à Lavallière. « Tout. Les noms de chaque personne que vous avez chassée. Les dates, si vous vous en souvenez. Les circonstances. »« Tu es fou, » siffla Beauchamp. « Jamais il ne fera ça. Et même s'il le faisait, aucune autorité n'accepterait un tel document obtenu sous la menace. »« Je n'ai pas l'intention de le donner aux autorités, » répondit Mathias. Il regarda directement Lavallière. « Je vais le donner aux esclaves, à ceux qui sont ici à Belle-Rive et à ceux des plantations voisines. L'histoire se propagera, elle sera racontée et re-racontée. Et quand viendra le jour, et il viendra, où ce système maudit s'effondrera enfin, votre nom sera gravé dans la mémoire comme celui d'un monstre. » Lavallière le fixa pendant un long moment. Puis, de manière totalement inattendue, il éclata de rire. Un rire sans joie, presque hystérique. « Tu penses vraiment que ce jour viendra? Le jour où l'esclavage s'effondrera? Tu es encore plus naïf que je ne le pensais. » Mais même en parlant, il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur de doute, comme si une partie de lui reconnaissait la possibilité. « Écrivez » ordonna Mathias. Ce qui se passa ensuite se déroula en une fraction de seconde. Sinclair, qui avait lentement, très lentement, glissé sa main vers une petite arme de secours dissimulée dans sa botte, la sortit brusquement et tira. Le coup était précipité, mal ajusté. La balle passa à quelques centimètres de la tête de Mathias et se logea dans le mur derrière lui. Mathias riposta instantanément, son instinct de guerrier prenant le dessus. La carabine rugit. Sinclair fut projeté en arrière, touché à l'épaule, hurlant de douleur. Sullivan plongea vers le bureau où il avait laissé son pistolet. Mathias rechargea avec une rapidité extraordinaire, un mouvement qu'il avait pratiqué des milliers de fois en Afrique, et tira à nouveau. Sullivan s'effondra, touché à la jambe. Beauchamp, paniqué, se leva pour fuir. Il atteignit la porte
avant de s'arrêter net. Dans le couloir, en bas de l'escalier, il voyait des silhouettes. Les esclaves de Bellerive, attirés par les coups de feu, commençaient à se rassembler. Suzanne était à leur tête, ses vieux yeux brillant d'une émotion indescriptible. Beauchamp recula dans la pièce, son visage vidé de toute couleur. Seule Lavallière n'avait pas bougé. Il était resté assis, ses mains toujours à hauteur d'épaule, regardant Mathias avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « Impressionnant », dit-il doucement. « Vraiment impressionnant. Tu as transformé la chasse. Tu es devenu le chasseur. » « Écrivez votre confession », répéta Mathias, sa voix ferme malgré l'adrénaline qui faisait trembler ses mains. « Ou la prochaine balle vous tuera. » Lavallière regarda autour de lui. Sinclair gémissait par terre, tenant son épaule ensanglantée. Sullivan était inconscient, une mare de sang s'élargissant sous sa jambe. Beauchamp tremblait contre le mur, et dans le couloir, les esclaves se rassemblaient de plus en plus nombreux, leurs visages formant une marée de témoins. Lentement, Lavallière tendit la main vers le papier et la plume. Il commença à écrire. Les registres officiels du comté de Rapide pour l'année 1850 sont incomplets, comme beaucoup de documents de cette époque et de cette région. Mais parmi les fragments qui survivent, il y a un rapport de shérif daté du 4 septembre de cette année. Appelé à la plantation Bellerive suite à des troubles. Trouver le propriétaire, M. Édouard Lavallière, et 3 autres hommes blancs souffrant de blessures par balle. L'esclave nommé Mathias, responsable présumé, a disparu dans les marais. Recherches en cours. Un rapport de suivi 2 semaines plus tard note « Recherches abandonnées. L'esclave Mathias, présumé mort dans les marécages. Propriété endommagée. Aucune charge retenue contre M. Lavallière ou ses associés. » Voilà la version officielle. Mais comme toujours, la vérité est plus complexe et plus étrange. Ce qui arriva réellement cette nuit-là, personne parmi les autorités blanches ne le sut jamais vraiment. Quand le shérif arriva à Bellerive le lendemain matin, alerté par un domestique terrifié, il trouva Lavallière et ses invités en état de choc, Sinclair et Sullivan soignés mais affaiblis, et les esclaves étrangement silencieux et coopératifs. La confession que Lavallière avait écrite avait disparu, Mathias aussi. La bibliothèque avait été soigneusement nettoyée de toute trace de sang. Il n'y avait aucune preuve matérielle de ce qui s'était passé, seulement les témoignages contradictoires d'hommes traumatisés et d'esclaves qui affirmaient n'avoir rien vu, rien entendu. Lavallière lui-même refusa de porter plainte formelle ou de demander une chasse à l'homme organisé. Quand le shérif le pressa pour des explications, il dit simplement qu'il y avait eu un accident de chasse, que l'esclave avait paniqué et fui, et qu'il préférait clore l'affaire là. Cette réticence parut suspecte au shérif, mais sans plainte officielle. Il n'avait pas de base légale pour poursuivre une enquête approfondie. L'affaire fut donc classée. Mais les rumeurs, elles, ne furent jamais classées. Dans les cabanes d'esclaves de Bellerive et des plantations environnantes, une histoire commença à circuler. L'histoire d'un guerrier africain qui avait transformé une chasse en piège pour le chasseur. L'histoire d'une confession arrachée, de témoins qui avaient vu un maître blanc réduit à l'impuissance. L'histoire d'un homme qui avait refusé d'être du gibier. Suzanne, jusqu'à sa mort 10 ans plus tard, racontait cette histoire à quiconque voulait l'entendre. Elle décrivait comment elle et les autres esclaves étaient montés dans la bibliothèque cette nuit-là. Comment ils avaient vu Mathias tenant une arme, Lavallière écrivant sa confession, le monde temporairement renversé. Et puis, racontait-elle, Mathias nous a regardés et il a dit « Souvenez-vous de cette nuit, souvenez-vous qu'un homme peut redevenir un homme, peu importe ce qu'on a fait de lui. Et quand viendra le jour de la liberté, car il viendra, souvenez-vous que c'est nous qui l'aurons gagné, pas eux qui nous l'auront donné. » Selon son récit, Mathias était ensuite sorti de la maison, avait traversé les quartiers des esclaves où chacun s'écartait pour le laisser passer, et avait disparu dans la nuit. Certains disaient qu'il était parti vers le nord, qu'il avait rejoint un réseau de chemins de fer clandestins qui aidait les esclaves en fuite. D'autres juraient l'avoir aperçu des années plus tard dans les marais, vivant comme un ermite, un fantôme vengeur qui protégeait les fugitifs. La vérité, personne ne l'a jamais su avec certitude. Ce qui est certain,
c'est que Lavallière ne fut plus jamais le même. Les témoins qui le virent dans les mois suivant l'incident décrivaient un homme changé. Il ne recevait plus d'invités, n'organisait plus de chasse, parlait à peine même à ses contremaîtres. Il passait des heures dans sa bibliothèque, fixant le fauteuil où Mathias s'était assis. En 1852, il vendit Bellerive à un consortium de la Nouvelle-Orléans à un prix étonnamment bas et partit pour l'Europe. On dit qu'il s'installa dans un village reculé de France et vécut en reclus jusqu'à sa mort en 1864. Beauchamp et Sinclair cessèrent également leur chasse spéciale après cette nuit. Beauchamp développa une peur pathologique des marécages et ne quitta plus jamais sa propriété sans une escorte armée. Sinclair, dont l'épaule ne guérit jamais complètement, vendit ses esclaves et se convertit au mouvement abolitionniste, ce qui lui valut l'ostracisme complet de ses anciens pairs. Sullivan, lui, disparut. Certains rapports suggèrent qu'il retourna en Irlande. D'autres qu'il mourut de ses blessures quelques semaines après l'incident, une version que Lavallière ne confirma ni ne démentit jamais. Quant à la confession, celle que Mathias avait forcé Lavallière à écrire, elle circula sous forme de copie pendant des années dans les communautés d'esclaves. Aucun original n'a jamais été retrouvé, et les historiens modernes débattent toujours de son authenticité. Mais son contenu, tel que rapporté par la tradition orale, était précis et détaillé. 17 noms d'esclaves chassés et tués entre 1838 et 1850, avec des dates, des lieux et des descriptions de méthodes. Après la guerre de sécession, quand les anciens esclaves furent interrogés par des historiens et des fonctionnaires du Bureau des Affranchis, plusieurs mentionnèrent la confession de Lavallière. Certains affirmèrent en avoir vu des copies, mais aucune ne put être produite comme preuve matérielle. L'histoire de Mathias devint une légende, transformée et embellie à chaque nouvelle narration. Pour certains, il était devenu un symbole de résistance, la preuve qu'un homme seul pouvait défier le système entier et survivre. Pour d'autres, c'était un conte moral sur les dangers de la cruauté gratuite, un avertissement que même le plus puissant des oppresseurs pouvait être renversé. La vérité historique de ce qui arriva exactement cette nuit du 2 septembre 1850 restera probablement toujours trouble, obscurcie par le passage du temps, la destruction délibérée de documents et les motivations contradictoires de ceux qui racontèrent l'histoire. Mais peut-être que c'est précisément cette ambiguïté qui donne à l'histoire sa puissance durable. Car qu'elle soit littéralement vraie dans chaque détail ou partiellement mythifiée par des générations de conteurs, elle parle d'une vérité plus profonde. Que la déshumanisation a toujours été fragile, que la dignité humaine ne peut jamais être complètement détruite, et que parfois, dans les circonstances les plus improbables, les rôles de chasseurs et de chassés peuvent s'inverser d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Les marais de la paroisse de Rapide gardent leurs secrets. Quelque part dans leur profondeur brumeuse, peut-être que les ossements d'hommes et de femmes chassés comme des animaux reposent encore, témoins silencieux d'une époque horrible. Et peut-être, juste peut-être, que parmi eux ne se trouvent pas ceux de Mathias, l'homme qui refusa d'être du gibier. Alors que pensez-vous? Cette histoire s'est-elle vraiment déroulée telle que racontée? Ou est-elle une légende née du besoin désespéré de croire en la possibilité de justice même dans les circonstances les plus noires? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui vous feront questionner la frontière entre histoire et légende. Et partagez cette histoire avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les recoins sombres du passé où l'humanité a affronté ses plus grands démons. Car au final, que ce soit exactement vrai ou partiellement imaginé, l'histoire de Mathias nous rappelle quelque chose d'essentiel, que même dans les systèmes les plus oppressifs, même face à la violence la plus implacable, l'esprit humain peut trouver des moyens de résister, de se rebeller, et parfois, contre toute attente, de triompher. Et c'est peut-être la seule vérité qui compte vraiment.